La première étape, c'est la plus rapide, mais c'est peut-être la plus importante. Posez-vous la question, pourquoi je veux faire ce débat ? Si votre intention de départ est de le gagner, vous allez forcément utiliser, consciemment ou inconsciemment, des techniques malhonnêtes. Et c'est précisément cette volonté de vaincre qui fait que vous ne pourrez pas convaincre. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas attendre de l'autre qu'il se remette en question s'il voit que vous n'en êtes pas capable vous-même. Avant de commencer le débat, il faut donc que vous envisagiez tous les deux la possibilité de changer d'avis. Si vous vous rendez compte que vous n'envisagez pas la possibilité de changer d'avis, économisez-vous des heures de discussion inutiles. Vous ne pourrez pas débattre. Dans notre société, on ne valorise pas assez le fait d'admettre qu'on s'est trompé. Être capable de se remettre en question ne devrait pas être considéré comme un défaut, mais comme une qualité. Pour ça, il faut se dessaisir de sa prétention à détenir la vérité. C'est peut-être toi qui la détiens, mais c'est peut-être lui. Et c'est au débat lui-même de la faire apparaître. Si vous vous sentez prêt à vous remettre en question, alors demandez à l'autre personne « Est-ce que tu serais prêt toi aussi à changer d'avis ?» Si la réponse est non, alors vous ne pourrez pas débattre. Par contre, si vous envisagez tous les deux la possibilité de changer d'avis, il est temps de passer à l'étape 2. La deuxième étape, toujours avant de commencer le débat, c'est de convenir d'axiomes communs. Un axiome, c'est une affirmation avec laquelle vous êtes tous les deux d'accord sans avoir à la démontrer. Par exemple, si vous êtes tous les deux d'accord sur le fait que le changement climatique existe, vous pouvez passer à l'affirmation suivante. C'est à partir de ces affirmations de base, aussi appelées prémices, que se construit le raisonnement logique. Si l'un de vous a un doute sur une prémisse énoncée, c'est à la personne qui l'a affirmée qu'il revient de la démontrer. Si elle n'y parvient pas, cette prémisse ne pourra pas être retenue comme un axiome commun. Pour ça, il faut faire le tri entre les croyances rationnelles, c'est-à-dire les connaissances fondées, et les croyances irrationnelles, c'est-à-dire les convictions infondées. Pour qu'une croyance soit rationnelle, elle doit être justifiée par des preuves. Il existe une hiérarchisation des niveaux de preuves qui va de la simple opinion ou de l'anecdote personnelle jusqu'au consensus scientifique. Hygiène Mentale l'a très bien expliqué dans sa vidéo sur les publications scientifiques. Ensuite, n'oubliez pas de définir clairement les termes, les concepts et les idéologies dont vous aurez besoin. Cela vous permettra d'éviter qu'il y ait des désaccords sur leur sens. Avoir des axiomes communs est indispensable pour s'assurer qu'on a bien la même grille de lecture du monde qui nous entoure. C'est comme parler la même langue pour pouvoir bien se comprendre. Sans axiomes communs, vous ne pourrez pas débattre. Mais il existe tout de même une méthode qui vous permet d'échanger, et peut-être même de faire changer d'avis. C'est la discussion épistémique, mais on y reviendra un peu plus tard. La troisième étape, toujours avant que le débat ne commence, c'est de convenir d'un objectif commun. Une fois que vous êtes prêt à changer d'avis, et que votre point de départ est bien le même, il faut que vous définissiez ensemble un même point d'arrivée. On se fait souvent la réflexion qu'une discussion ne mène nulle part. C'est souvent parce que les propositions ne vont pas dans la même direction. Par exemple, si vous dites « Il faut prendre le chemin A, c'est le meilleur moyen d'arriver à la plage », et que la personne en face de vous répond « Mais non, pas du tout, il faut prendre le chemin B, c'est le meilleur moyen pour arriver au centre commercial ». Ces propositions de trajet, chemin A et chemin B, sont peut-être pertinentes. Mais débattre du meilleur itinéraire à prendre est absurde si la destination souhaitée n'est pas la même. Il est essentiel de se mettre d'accord sur un objectif principal avant de juger la pertinence d'un objectif intermédiaire. C'est le cas par exemple dans la sphère militante, quand un groupe estime que sa stratégie de lutte est plus pertinente que celle d'un autre groupe, alors que chacun aspire à des mondes différents. Cet objectif final est plus philosophique. C'est un idéal éthique qui oriente nos objectifs intermédiaires. Est-ce que des actions sont pertinentes si elles se conforment à des règles et des lois, peu importe leurs conséquences ? Ou alors est-ce que des actions sont pertinentes si leurs conséquences maximisent le bonheur et minimisent la souffrance globale ? C'est une étape qui peut, elle aussi, prendre du temps, mais qui est nécessaire. Si vous n'arrivez pas à trouver un objectif commun, même chose que pour les étapes précédentes, évitez de perdre votre temps. Vous ne pourrez pas débattre. Si vous avez réussi ces 3 étapes, alors le débat peut commencer. Pour que vous puissiez déterminer ensemble quelle est la proposition la plus pertinente, il est important de suivre un raisonnement logique qui respecte vos axiomes et vos objectifs.
Paul Graham a mis au point une pyramide qui présente les différentes manières d'exprimer son désaccord. L'objectif est d'utiliser la méthode le plus en haut de la pyramide, c'est-à-dire réfuter la thèse centrale en s'appuyant sur des arguments rationnels avec des preuves vérifiables. Mais ce n'est pas toujours facile de trouver la thèse centrale à réfuter, parce qu'il faut éviter les arguments fallacieux. Il y a ceux qui sont volontaires, les sophismes, utilisés pour tromper, mais il y a aussi ceux qui sont involontaires, les paralogismes. Et c'est important de savoir les repérer chez l'autre comme chez soi. Il en existe des dizaines, mais on peut les regrouper en 3 grandes catégories. Première catégorie, les attaques. On retrouve l'agression physique, les insultes, les attaques ad hominem et l'attaque sur la forme. C'est qui tout le monde, petit con, petit merde, c'est qui tout le monde? Je connais des mecs qui travaillent. 30% si. Mais le Front National est à 30% aussi. C'est pas ta ligne qui l'a amené à 30%, c'est parce que les gens en ont plein le cul des Arabes. Bordel. Mettre une patate à ton interlocuteur, c'est très certainement une des manières les moins constructives de faire avancer la discussion. Les 3 étapes à réaliser avant le débat nous permettent en général de ne pas tomber dans cette catégorie tout en bas de la pyramide. Mais même en étant vigilant, on peut aussi interpréter de travers les arguments de son interlocuteur et réfuter une thèse qu'il ne défend pas. C'est ce qu'on appelle l'homme de paille. Pour éviter cela, avant de répondre, la reformulation est efficace. On peut dire « si j'ai bien compris, ton argument c'est… » et après validation, commencer à réfuter la thèse. Deuxième catégorie, les diversions. C'est quand on détourne l'attention ailleurs pour empêcher l'autre de se concentrer sur un argument. Par exemple, la fraude aux prestations sociales creuse notre déficit. Il faut faire de la lutte contre ce fléau une priorité. On agite un chiffon rouge, la fraude sociale, pour éviter par exemple de parler de la fraude fiscale. Et troisième catégorie, les erreurs de logique. Elles entraînent des raisonnements qui semblent logiques, mais qui en réalité sont fallacieux. Par exemple, si vous avez un pote macroniste en école de commerce, et que moi j'en déduis, eh bien, ça veut dire que tous ceux qui sont en école de commerce sont macronistes, c'est une généralisation abusive. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux. Bah oui, il peut y avoir aussi des fionistes, des sarkozystes, ou même des adorateurs d'Éric Zemmour, enfin voilà, on sait pas. Et on peut aussi faire des combos en additionnant plusieurs arguments fallacieux. Par exemple, une ZAD protège une zone humide contre la construction d'un centre commercial, et un élu défend le projet de cette manière. Non mais notre belle région souffre du chômage, ce centre commercial va créer des emplois, pas comme ces anarchistes qui ne veulent que le chaos, et puis on a vu ce que ça a donné dans le passé. Voilà, là on a un bingo, là. Dans l'ordre, on a un appel à la pitié, un chiffon rouge, un déshonneur par association, un homme de paille et une généralisation abusive. Bravo. Mais ce n'est pas parce qu'on repère un argument fallacieux que toute la thèse est fausse. Si quelqu'un dit « Ouais, il faut s'engager dans une lutte pour abolir les rapports de domination parce que notre civilisation merdique détruit des vies », bien c'est inutile pour le débat d'employer une insulte, mais on ne peut pas rejeter toute la thèse à cause de ça. On retrouve aussi cette pyramide sous forme d'une cible dont l'objectif est de viser le plus au centre possible. Le chat sceptique y a consacré une vidéo très bien expliquée, donc je vous laisse aller la voir. Il est très difficile d'arriver à une discussion de ce niveau-là. La plupart du temps, vous vous rendrez compte dès les 3 premières étapes que vous ne pourrez pas mener un échange rationnel. Mais dans ce cas-là, vous pourrez faire ce qu'on appelle une discussion épistémique. La discussion épistémique, ou entretien épistémique, vient de l'épistémologie, c'est-à-dire la science qui questionne la façon dont on produit la connaissance. C'est une forme de méthode socratique. Quand votre interlocuteur se montre dogmatique par rapport à une croyance irrationnelle, au lieu de le contredire directement, vous allez lui poser des questions. Vous allez analyser non pas sa croyance, mais ce qui l'a amené à avoir cette croyance. Par exemple, s'il vous dit « Non, moi je crois pas au changement climatique », eh bien vous n'allez pas répondre « Mais enfin, il y a un consensus scientifique sur le sujet ». Vous allez plutôt demander « Mais d'où est-ce que tu tiens cette information ?» Et progressivement, vous allez essayer de repérer une faille dans le raisonnement qui fonde sa croyance. L'objectif d'une discussion épistémique, c'est qu'il se rende compte par lui-même de cette faille. Si vous le faites à sa place, il va se sentir manipulé. Et inconsciemment, il va vouloir se protéger, en renforçant ses convictions, quitte à nier le réel. Si vous le faites entrer en réactance, il ne changera pas d'avis. Pour qu'il trouve par lui-même cette faille, vous pouvez l'accompagner dans sa démarche, mais il ne doit pas vous considérer comme un adversaire. Si vous lui présentez un raisonnement similaire avec la même faille,
et qu'il comprend que ce raisonnement est illogique, il pourra peut-être le transposer à son propre raisonnement. Ou peut-être pas. La remise en question est un travail long, qui s'effectue pratiquement toujours dans l'intimité et dans la solitude. Je vous conseille la chaîne d'Anthony Magnabosco, il a filmé des centaines d'entretiens épistémiques et il explique sa méthode en détail. Here's what I'm wondering about your evidence that you're using to claim with 90% confidence that spirits are real. Could I be raised in a household who thinks that leprechauns are real? All right? And if you wake up in the middle of the night and you actually hear what sounds like footsteps, that you're justified in being 90% confident that those are leprechauns pitter-pattering around the house. Would I be justified in my 90% by calling the sound of footsteps evidence to justify my claim? No, because the leprechauns aren't real. If what you're calling evidence can be used to justify my 90% confidence that leprechauns are real, and it can also be used to confirm that 90% confidence that demons are real, and 90% confidence that spirits of our loved ones are real, what does that say about the quality of your evidence? Well, that's not a good evidence. It's not, it doesn't have a strong base because it could be used for anything. Mm-hmm.